Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de ce cours de microbiologie approfondie. Nous étudions la bactériologie générale, la deuxième partie. Nous avons posté la première partie qui est déjà en ligne et aujourd'hui nous continuons avec la deuxième partie. Nous parlions déjà de la cytologie bactérienne. Et aujourd'hui, nous allons commencer par les moyens de mettre en évidence la paroi de la bactérie. Et un des moyens classiques connus, c'est la coloration des grammes. En fait, c'est une coloration qui repose sur la capacité tinctorielle des parois bactériennes de pouvoir différencier ou classifier les bactéries en deux groupes suivant la perméabilité de leurs parois à l'alcool acétone. Et donc, cette perméabilité va dépendre de la composition même de la paroi de la bactérie. Donc, je dirais même plus de l'épaisseur de la concentration en peptidoglycane. Pour un rappel, sur votre gauche, la paroi des bactéries gram-positifs est constituée majoritairement des peptidoglycanes que vous voyez ici en vert. Ça, c'est la paroi. Et en dessous de la paroi, vous avez la membrane cytoplasmique ou la membrane plasmique. Évidemment, comme vous pouvez le remarquer, la majorité, plus de 95% de cette paroi est constituée de peptidoglycanes dans lesquels se trouve enchâssé l'acide lipotéicoïque et l'acide théicoïque et évidemment quelques autres protéines, mais la majorité c'est les peptidoglycanes. Et ensuite, il y a la membrane cytoplasmique. Par contre, la paroi des bactéries gram-négatifs, elle est très différente et elle est différemment structurée. S'il y a du peptidoglycane, c'est en très petite quantité, représentée par cette ligne verte que vous voyez très bien avec mon curseur. C'est ça, le peptidoglycane. La majorité de cette paroi est constituée de lipopolysaccharides que vous voyez. Et à part les lipopolysaccharides, il y a d'autres protéines de la paroi qui sont enchâssées dans cette membrane. Nous avons les lipoprotéines, nous avons quelques porines et évidemment nous avons des protéines supplémentaires. Ce qui fait que la constitution de ces deux parois va faire toute la différence dans la coloration des grammes. Alors, quels sont les colorants quels sont les réactifs de la coloration des grammes? Ici, je les ai mis par ordre croissant de leur utilisation. Primo, le violet des gentianes ou le cristal violet. Segundo, le lugol. Tertio, l'alcool acétone. Et quarto, la fuchsine des îles diluée au 1 dixième, qu'on appelle également la safranine. Ça, c'est dans l'ordre d'utilisation. Il est important de remarquer que parmi ces quatre réactifs, il y a deux colorants et les colorants sont utilisés en premier et en dernier. Donc en premier, nous avons le violet des gentianes ou le cristal violet et en dernier, nous avons la fuchsine des îles diluée au dixième. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites votre coloration des grammes? Vous avez une lame que vous avez préparée et vous avez fixé le produit biologique à la flamme et vous avez laissé sécher. Ensuite, vous commencez la coloration. Alors, la première étape, c'est que vous mettez le violet des gentianes hein, ou le cristal violet. En général, on le met pendant une minute. Une fois que vous avez mis le cristal violet ou le violet des gentianes, après, vous mettez votre chrono en marche. Après une minute, vous rincez à l'eau et puis vous séchez. Après avoir mis le violet des gentianes, vous allez prendre le lugol. Le lugol, vous allez l'ajouter comme mordanceur, renforçateur du cristal violet. Le lugol va renforcer cet effet. Et après cela, vous allez mettre l'alcool acétone goutte à goutte afin de décolorer jusqu'à ce que vous perdiez la couleur violette. Et en mettant les gouttes d'alcool acétone, vous aurez à gauche les bactéries gram-positifs et à droite les bactéries gram-négatifs. Et lorsque vous décolorez les bactéries gram-négatifs, du fait qu'elles n'ont que très peu de composition en peptidoglycane, le violet des gentianes, le cristal violet qui a été fixé par les peptidoglycanes, étant en petite quantité, va être très rapidement éliminé. Ici, la décoloration à l'alcool acétone va également agir sur les bacilles gram-positifs, sur la paroi des bactéries gram-positifs et va essayer de détruire en grande partie les peptidoglycanes. Mais tellement que la concentration de peptidoglycanes
est importante, ils auront déjà fixé une très grande quantité de violets des gentianes. Voilà pourquoi la décoloration n'aura pas d'effet total sur ça. Les bactéries garderont cette couleur. Par contre, les bactéries gram négatifs, puisque la paroi, le peptidoglycans, ils sont en faible quantité, la faible quantité va être éliminée, ce qui laisse une possibilité de pouvoir fixer un colorant additionnel. Ceci sera fait lorsque vous mettrez la safranine ou la fuchsine des îles diluée au 10e. Les bactéries gram positifs, du fait que la paroi est immense et riche en peptidoglycanes, les peptidoglycanes garderont la coloration initiale. Par contre, pour les bactéries gram négatifs, les peptidoglycanes étant partis, le contre-colorant qui sera utilisé, la safranine ou la fuchsine des îles, sera la coloration finale de ces bactéries. Et en définitive, qu'est-ce qu'on aura? Les bactéries gram négatives seront colorées finalement par la fuchsine des îles. Voilà pourquoi elles apparaîtront orange ou rosé, tandis que les bactéries gram positives qui ont pris le violet des gentianes au départ garderont la coloration mauve ou violette. Et ainsi, voilà, sur les images, voici les bactéries gram positifs en forme de bâtonnet ou de coque qui apparaissent violet ou mauve, tandis que les bactéries gram négatives qui apparaissent rose ou orangé. C'est ça le principe de la coloration des grammes. Une deuxième coloration que l'on peut utiliser en bactériaux, c'est la coloration des îles Nielsen. Cette coloration, elle est en fait basée sur l'imperméabilité de la paroi des mycobactéries, puisqu'elle concerne les mycobactéries en général. Elle est basée sur l'imperméabilité de la paroi des mycobactéries à l'alcool acide. Pourquoi? Parce que les mycobactéries sont très riches en acide phospholipidique et en acide mycolique. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les mycobactéries ont une paroi qui est composée d'une couche externe faite des phospholipides et des protéines. Et il y a beaucoup d'acide mycolique et bien sûr d'arabinogalactane et une très mince couche de peptidoglycanes qui est vers la partie la plus interne, juste avant la membrane. Ce qui fait que la grande partie de la paroi est imperméable aux différents colorants usuels. Du coup, on va utiliser la coloration des îles. La coloration des îles comprend 3 réactifs. Par ordre croissant d'utilisation, nous avons la fuchsine phéniquée ou concentrée, qu'on appelle la safranine. Nous avons l'alcool acide, à différencier de l'alcool acétone dans la coloration de grammes, et bien sûr le bleu de méthylène comme dernier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les îles se fait selon plusieurs techniques. Il y a les îles à chaud, il y a les îles à froid et bien sûr il y a d'autres types de coloration des îles. Dans les îles à chaud, vous chauffez, vous mettez votre colorant, vous chauffez la lame progressivement à différents timings, 3e, 6e et voilà. Et 9e ou 10e minute et ensuite vous laissez incuber. Les îles à froid, vous recouvrez la lame pendant très longtemps, je crois 30 minutes. Ensuite, maintenant, vous pouvez faire la suite de la coloration. Je ne décris pas la coloration des îles, je donne le principe ici dans un cours magistral, mais dans les travaux pratiques, je donnerai les détails, les timings, le chronogramme, etc. Alors, lorsqu'on commence la coloration, on recouvre la lame par la fuchsine phéniquée ou la fuchsine concentrée. Cette fuchsine est de couleur rouge et les bactéries qui sont riches en acide mycolique, mais ils ont la possibilité de fixer cette fuchsine-là. Et après avoir fixé la fuchsine, vous allez, selon le temps qui est requis, vous allez décolorer ces bactéries grâce à l'alcool acide. Les bactéries à gauche sont les bactéries qui résistent à la décoloration. Ils garderont cette coloration rouge. Par contre, celles qui sont à droite ne résistent pas et donc ils vont perdre le colorant initial qui est la fuchsine ou la safranine. Par conséquent, lorsqu'on mettra le troisième colorant, on mettra le troisième réactif ou le deuxième colorant qui est le bleu de méthylène. Ceux-là qui ont perdu la coloration initiale prendront le contre-colorant et par conséquent, ils apparaîtront bleus. Par contre, les autres bactéries qui avaient déjà fixé la fuchsine phéniquée ou concentrée, eux garderont la couleur initiale. Et comme résultat, les bactéries
En général, ils ont la forme des bacilles. Les bactéries qui vont résister à la décoloration, à de l'alcool et de l'acide, sont appelées les bacilles alcoolo-acido-résistants, en abrégé les BAR. Et ce sont ces bactéries qui sont donc ZIL positifs, contrairement à ceux qui ne résistaient pas à l'alcool acide, qui sont traités ZIL négatifs. Et ceci s'est fait sur des échantillons suspects de Mycobacterium, que ce soit tuberculosis ou autre. En général, ça devrait suffire. Et voici la coloration des îles. Le fond est toujours bleu et vous avez des bacilles alcoolo-acido-résistants qui apparaissent rouges. Ici, c'est le cas d'une lame des îles qui est positive aux mycobactéries que vous voyez en rouge de part et d'autre. Bien sûr, il faut avoir une dextérité pour bien les voir, les compter, les comptabiliser. Il existe dans la coloration des îles des formes un peu atypiques, surtout quand les patients sont sous traitement antituberculeux. Évidemment, on peut avoir des formes intermédiaires, des formes un peu plus allongées ou filamenteuses. Mais il y a aussi d'autres bactéries telles que l'Actinomyces qui peut très facilement être colorée ici. Dans la cytologie, nous allons également parler de la mobilité des bactéries, parce qu'il y a des bactéries qui sont mobiles et il y en a qui ne le sont pas. Alors, la mobilité est due à un élément particulier que les bactéries possèdent. Cet élément, ça s'appelle le cil ou les flagelles. Alors, selon la présence ou l'absence des cils ou des flagelles, on parlera de bactéries qui sont atriches, ça signifie qu'ils n'ont pas de cils, qui n'ont pas de flagelles, donc les bactéries immobiles, dans lesquelles cas on peut citer Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis, et Klebsiella pneumoniae, etc. Voici l'image des bactéries atriches, ça veut dire celles qui n'ont pas de cils et donc qui sont les bactéries immobiles. Les bactéries peuvent être mobiles, mais lorsqu'ils sont mobiles, les flagelles ont une disposition particulière qui apporte une nomenclature assez spécialisée. Et ici, j'ai mis la nomenclature la plus actualisée. La ciliature, la bactérie peut porter une flagelle ou un cil à une des extrémités. Dans ces cas, on dit que la bactérie est monotriche. Voici les images d'une bactérie monotriche. Un seul cil à l'un des pôles de la bactérie. C'est le cas de l'Aeromonas, du Vibrio, du Campylobacter et de Pseudomonas. La bactérie peut avoir des ciliatures aux deux extrémités, mais une ciliature unique. Dans l'ancienne classification, c'était un peu différent. Actuellement, voilà, ça a évolué. Voilà, la bactérie peut avoir une ciliature sur les deux pôles, mais une ciliature unique. Dans ces cas, on parle de ciliature amphitriche, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est une ciliature amphitriche, ça veut dire un flagelle unique sur les deux pôles, sur chacun des pôles. C'est le cas d'Anaerobiospirillum, du Rhodospirillum, du Thiospirillum, d'Aquaspirillum, etc. La bactérie peut avoir des ciliatures sur les deux pôles, mais pas une ciliature unique, mais une touffe des cils ou des flagelles aux deux extrémités. C'est cette fois-ci, ça s'appelle la ciliature amphilotriche ou la ciliature céphalotriche. Les deux terminologies sont correctes. Lorsque vous avez des bactéries avec une touffe de cils sur chacun des pôles, comme vous pouvez le voir ici et là, on parle de ciliature céphalotriche ou amphilotriche. La bactérie peut avoir une ciliature, une touffe de cils ou de flagelles à l'une des extrémités. Là, on parle des bactéries lophotriches. Voici l'image des bactéries lophotriches. Une touffe uniquement à une des extrémités ou à un pôle. C'est le cas de Helicobacter pylori, de Plesiomonas bartonella et même Pseudomonas fluorescens. Les bactéries peuvent avoir une ciliature périphérique entourant toute la bactérie. Dans ces cas, on parle de ciliature péritriche. Donc la ciliature sur tout le corps de la bactérie. Évidemment, c'est le cas des Enterobacteriaceae,
Celles qui sont mobiles, bien sûr, Salmonella, Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter, et même d'autres, tels que le Bacillus cereus. Bacillus n'est pas une entérobactérie, hein? C'est important. En résumé, pour parler des ciliatures, on dira qu'il y a 3 types de ciliatures. Bon, une ciliature qui manque quand ils n'ont pas de cils, on les appelle les atriches. Quand ils ont une ciliature périphérique tout autour de la bactérie, on parle de ciliature péritriche. Et quand la ciliature est polarisée, c'est dans ces groupes-là que l'on aura une ciliature polaire qui peut être monotriche, qui peut être amphitriche, qui peut être amphilotriche ou céphalotriche et qui peut être lophotriche. Important. Nous allons maintenant aborder une question très importante de la bactériologie, c'est la génétique bactérienne. Pourquoi? Parce que c'est dans ça que la bactérie vit, existe, se transforme, survit, infecte, contourne plusieurs mécanismes et il est important de savoir comment est-ce que la bactérie se comporte. Les bactéries peuvent être soumises à ce qu'on appelle les variabilités ou les variations phénotypiques. Ça, c'est important. La variabilité phénotypique, c'est défini comme étant une adaptation de l'ensemble d'une population bactérienne qui a un même génotype aux conditions extérieures auxquelles elles sont affectées ou elles sont soumises. En général, ces variations affectent le comportement de la bactérie. La caractéristique principale, c'est que ce sont des variations qui ne sont pas héréditaires. J'ai bien dit, ils sont liés aux conditions extérieures, donc ils ne sont pas héréditaires. Ce sont des variations qui sont instables parce qu'ils dépendent des conditionnements dans lesquels la bactérie se trouve et ils sont réversibles. Il suffit de retirer l'environnement ou les conditions qui les ont provoquées, évidemment, cela est fini. Leur mécanisme, bien sûr, il est en rapport avec l'activité des gènes qui peut être régulée par des systèmes qui sont complexes. C'est ainsi que chez les bactéries, vous avez des gènes soit inductifs ou alors des gènes répressifs ou alors des gènes constitutifs, c'est selon les cas. Sachant que l'induction, c'est l'adaptation en une réponse spécifique du substrat ou une substance inductrice dans un milieu de culture. Ça concerne la variabilité phénotypique, elle concerne les phénotypes. Il existe la variabilité génotypique. Elle se traduit par l'apparition des différences héréditaires dans les structures ou dans les fonctions permanentes des bactéries. Bien sûr, ceci affecte son génome, son matériel génétique. Alors, cette modification génotypique, elle peut être due à des pertes des chromosomes ou à des gains ou à des modifications d'un gène, un changement, une substitution, etc. Je les ai mis en miroir pour bien illustrer la différence. Les caractéristiques ou la variabilité génotypique, elle est spontanée et indépendante. Elle est héréditaire, d'accord, et ce sont des variabilités qui sont stables. Alors, les mécanismes qui président à leur apparition, c'est deux, essentiellement, les mutations et les transferts des gènes que nous verrons. Quelques exemples, et je passe très rapidement. Bon, pour moi, je ne trouve pas ça très... voilà, je peux le montrer. Par exemple, lorsque Salmonella, il y a des Salmonella, en général, c'est une bactérie mobile. Lorsque vous le mettez en milieu phéniqué, il peut perdre facilement ses flagelles. Mais une fois que vous les retirez de ces milieux, ces flagelles réapparaissent. Ça signifie que le comportement change en fonction des circonstances dans l'environnement. Alors, parlant des mécanismes par lesquels ces modifications ont lieu, on a parlé de deux mécanismes, les mutations et les transferts des gènes. Les mutations, en général, elles sont spontanées. Ce n'est pas des choses qui se calculent. Elles sont spontanées, ça veut dire elles sont brusques. Mais il est important de noter que les mutations existent toujours dans une population, elles préexistent en fait dans une population bactérienne donnée. Ça c'est important. Et les mutations, à part le fait d'être brusques, elles sont discontinues. Elles peuvent s'arrêter à tout moment et elles se font souvent en une étape. Mais ces mutations peuvent être également induites par les rayonnements, par exemple les UV, les rayons X, par des substances chimiques. Et lorsqu'on a ces éléments additionnels, l'augmentation des mutations est dictée par la puissance, la concentration ou l'importance des facteurs qui les exposent. Les mutations sont rares.
normalement, la probabilité est de 10 exposant moins 8, donc 1 sur 100 millions. Les mutations sont également indépendantes. Ça signifie que pour que, par exemple, une bactérie puisse subir simultanément 2 mutations, il faut additionner ou alors multiplier les produits des probabilités des 2 mutations. J'avais dit de 10 exposant moins 8. Alors pour avoir 2 mutations pour une bactérie au même moment, il faut faire le produit de ces deux, de la probabilité de ces 2 mutations, c'est que vous aurez 10 exposant moins 16. Vous voyez que c'est un événement de plus en plus rare. Et les mutations, ce sont des mécanismes mineurs d'une évolution bactérienne, mais parfois elles ne peuvent pas être seules, elles peuvent être associées à d'autres mécanismes que nous verrons dans les dias qui suivent. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les mutants peuvent être sélectionnés au sein d'une population bactérienne. Alors, soit spontanément, c'est ça qu'on appelle une sélection relative. Ça signifie que certaines bactéries peuvent avoir un avantage physiologique sur d'autres. Par exemple, ceux qui sont plus pathogènes que les autres parce qu'ils ont des facteurs de pathogénicité, la toxine, la capsule, le pouvoir invasif ou alors la vitesse de croissance. Mais la sélection peut être également artificielle. Alors là, on parle de sélection absolue. Par exemple, lorsque vous soumettez ces bactéries à des agents de sélection, des agents sélectifs qui tuent certaines bactéries et qui laissent d'autres en vie, soit un antibiotique qui joue également le rôle de sélection. Et cela, c'est important également. Il y a l'expérience de Ledberg, je ne le décris pas du tout. Je vais passer au transfert des gènes qui, moi, voilà, m'intéresse beaucoup plus parce que c'est important de connaître ces mécanismes. Dans le transfert des gènes, on note qu'il y a la transmission des caractères héréditaires par échange des matériels génétiques, en général entre une bactérie, qu'on appelle donatrice, vers une autre bactérie, qui est appelée réceptrice. Mais en général, ces bactéries doivent avoir des génotypes différents. Ça, c'est très important. Les génotypes des bactéries doivent être différents. Alors, les mécanismes principaux qui sous-tendent ce transfert des gènes, nous avons 1, la transformation, 2, la conjugaison, 3, la transduction et 4, la conversion lysogénique. Nous allons étudier chacun de ces mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la transformation. C'est quoi la transformation? La transformation, c'est l'incorporation du matériel génétique d'une bactérie donatrice dans le génome d'une bactérie réceptrice. Et les deux bactéries doivent être génotypiquement différentes, mais qui sont capables de subir ou de bénéficier de ce transfert. Donc c'est ça qu'on appelle la transformation, l'incorporation du matériel génétique d'une bactérie donatrice génotypiquement différente d'une bactérie réceptrice. Mais les bactéries doivent être en état de compétence. Je l'illustre très bien sur cette image. Voici une première bactérie avec son matériel génétique en bleu, d'accord? C'est la bactérie donatrice ou donneuse. C'est une bactérie mobile parce qu'il a une flagelle ou alors qu'il a un pilus ici. Et voici les chromosomes bactériens et le plasmide qui est en rouge. Cette bactérie donatrice ou donneuse peut évidemment transmettre ce plasmide. Ce plasmide, on verra un peu plus tard, c'est un élément génétique autonome extrachromosomique qui porte des caractères. Bon, on verra la différence tout à l'heure. Il peut transmettre ces caractères à une autre bactérie receveuse ou réceptrice. Cette bactérie, regardez, elle n'avait pas le cercle rouge qui représente le plasmide. Alors, une fois la transformation a lieu, cette bactérie est génotypiquement différente de celle-ci, va recevoir ces matériels génétiques additionnels. Du coup, la bactérie portera les caractères additionnels puisqu'elle a reçu un nouveau matériel. Ça, c'est très important. C'est ça qu'on appelle la transformation. Et du coup, cette bactérie va se comporter différemment parce que son matériel génétique a été modifié. Le deuxième mécanisme, c'est la conjugaison. La conjugaison, c'est l'union entre deux bactéries qui ont un sexe différent. Lorsque cette union a lieu, elle est suivie du passage de la bactérie mâle vers la bactérie femelle d'un fragment, soit de chromosomes ou d'éléments génétiques autonomes, tels que les plasmides ou les épisomes. C'est ça qu'on appelle une conjugaison. Dans la conjugaison,
il faut que ce soit deux bactéries de sexes différents. Et la conjugaison s'est faite par un élément important qu'on appelle le pili sexuel. Souvenez-vous, les bactéries portent ce qu'on appelle les fimbriae ou les pili. Il y a deux types de pili. Les pili communs que toutes les bactéries portent, par lesquels ils adhèrent, mais il y a des bactéries qui portent des pilus particuliers, des pili particuliers, par lesquels les facteurs de fertilité sont transmis. C'est ça qu'on appelle les pili sexuels. Et les bactéries qui portent des pili sexuels, qui sont donatrices ou donneuses, sont capables de les transmettre à d'autres bactéries. Alors, dans ce genre de cas où un fragment de chromosome ou d'éléments génétiques autonomes extrachromosomiques sont transmis d'une bactérie qui a un pilus vers une autre bactérie, c'est ça qu'on appelle la conjugaison. Sur l'image, voici la bactérie à gauche donatrice avec un ADN en couleur rouge et un plasmide ayant un facteur de fertilité en bleu. Cette bactérie est porteuse d'un pilus. Alors, une fois qu'il se rencontre avec une bactérie réceptrice, il y aura liaison par les pilus et ce facteur ne peut être transmis que par ce qu'on appelle le pili sexuel. Ça ne peut pas se passer comme dans la conjugaison. Non, ici, il faut obligatoirement que cette bactérie ait un pilus sexuel. Voilà pourquoi, un pilus sexuel, voilà pourquoi on parle de conjugaison. Et voici le matériel génétique passera de cette bactérie après fusion, transfert par les pilus vers une autre bactérie. Et plus tard, la bactérie donatrice avait un pilus sexuel et avait un plasmide. Et voici la bactérie réceptrice a ces plasmides et désormais elle a également un pilus sexuel. Donc cette bactérie a été conjuguée pour devenir une nouvelle bactérie donatrice. Contrairement à la transformation, il n'y a pas eu cet événement, il y a eu juste passage d'un élément, la bactérie change de comportement. Mais ici, le facteur pilus sexuel intervient et il transmet ces facteurs-là à la bactérie qui les reçoit, qui désormais exprime également les pilus sexuels et devient une bactérie donatrice parce qu'elle a reçu les caractères ou ce qu'on appelle les facteurs de fertilité. Clair. Troisième mécanisme de transfert, ça s'appelle la transduction. C'est quoi la transduction? La transduction, c'est le transfert d'un fragment du chromosome d'une bactérie, bien sûr, vers une autre bactérie, mais par l'intermédiaire d'un bactériophage. C'est quoi un bactériophage? Je l'explique bien en virologie. Mais en fait, un bactériophage, c'est un virus qui infecte les bactéries. Il y a un piège dedans. Bactériophage n'est pas une bactérie. Un bactériophage, c'est un virus qui infecte les bactéries. C'est un virus qui mange les bactéries. Voilà pourquoi on l'appelle bactériophage. C'est très important. Alors, dans la transduction, le transfert des gènes se passe par l'intermédiaire d'un virus qu'on appelle bactériophage. Alors, sur l'image, vous avez le bactériophage en vert, le bactériophage avec son matériel génétique en vert. À sa surface, voici... Non, je m'excuse. Il y a une bactérie avec son matériel génétique ici en couleur verte. Le bactériophage qui est un virus vient se fixer à la surface de la bactérie. Une fois qu'il se fixe, le virus, quand il infecte, il libère son matériel génétique. Regardez, son matériel génétique comprend du mauve à l'intérieur ou un matériel génétique qui est mauve à l'intérieur, ce qui fait que l'ADN de ces bactériophages est libéré dans la bactérie. Parce que le virus infecte la bactérie, l'ADN viral qui a été libéré va hydrolyser les chromosomes de la bactérie. Et puis la bactérie va subir la fission binaire ou la scisciparité pour former de nouvelles... donc je voulais dire, le virus, une fois qu'il infecte une bactérie, il a ce qu'il cherche. Il cherche en fait à répliquer son matériel génétique. Cette réplication va avoir lieu dans une cellule. Pour cette fois-ci, la cellule dans laquelle le virus qu'on appelle bactériophage va se répliquer, c'est la bactérie. Donc le virus va se répliquer ou va répliquer son matériel génétique dans une bactérie pour produire plusieurs autres particules virales. La conséquence, sur l'image, vous aurez de nouvelles particules virales. Et les particules virales qui vont être formées, certaines d'entre elles vont emporter, à cause des mécanismes de transfert des gènes et des mécanismes de crossing over entre les chromosomes, etc.,
les bactéries, les virus qu'on appelle bactériophages, certains d'entre eux vont emporter une partie de l'ADN bactérien. Du coup, le virus était entré avec son matériel génétique parce qu'il s'est fait répliquer à l'intérieur d'une bactérie qui avait son propre ADN. En partant, il va emporter une partie de cet ADN. Et comme c'est un bactériophage, c'est un virus qui doit infecter les bactéries. Plus tard, il rencontrera une nouvelle bactérie qui a un matériel génétique de couleur rouge ici. Le bactériophage va infecter cette bactérie, va libérer son matériel génétique qui est en partie différent de celui de la première bactérie. Par conséquent, puisque la particule virale ou le bactériophage va solliciter au fait une réplication de son matériel génétique pour avoir de nouvelles particules virales, il va laisser également dans cette bactérie une partie de son matériel génétique qui est là en vert. Ce qui fait que la bactérie ici, qui a un matériel génétique au départ complet et qui a toujours existé, va recevoir une portion du matériel génétique de l'autre bactérie grâce à l'action ou au transfert qui a été fait par un virus qu'on appelle bactériophage. Alors, ce processus de transfert des fragments de chromosomes ou d'ADN d'une bactérie vers une autre par l'intermédiaire d'un phage ou d'un bactériophage, c'est ça qu'on appelle la transduction. Quatrième mécanisme, ça s'appelle la conversion lysogénique. Je commence d'abord par bien définir. C'est quoi la conversion lysogénique? La conversion lysogénique, c'est l'intégration du matériel génétique provenant d'une bactérie X dans le chromosome d'une autre bactérie par l'intermédiaire d'un phage ou d'un bactériophage tempéré. Ces bactériophages vont lui apporter de nouveaux caractères et cette bactérie sera capable de se reproduire. Je l'ai dit pourquoi? Parce que lorsque les bactériophages, qui sont des virus, infectent les bactéries, il arrive que les bactériophages puissent détruire les bactéries qu'ils ont infectées. Alors, le bactériophage qui infecte une bactérie et qui amène à sa destruction s'appelle bactériophage, ça s'appelle phage lytique. Ça veut dire un bactériophage qui infecte la bactérie, qui libère son génome, qui provoque la multiplication ou la réplication du virus, mais détruit la bactérie. Ce qui fait que la bactérie est détruite, elle ne pourra pas porter de nouveaux caractères. Ça, ce sont ce qu'on appelle les phages lytiques. D'accord? Les phages lytiques, ce sont des virus qui infectent une bactérie, qui lui apportent de nouveaux caractères, mais en fait, ils vont juste se faire répliquer à l'intérieur de la bactérie et ils vont partir. La bactérie ne va pas exister. Dans ces cas, ce n'est pas une conversion lysogénique. Pour qu'il y ait une conversion lysogénique, il faut que le virus qui est venu avec un nouveau caractère puisse les libérer dans une autre bactérie et que la bactérie puisse accepter de prendre le nouveau caractère et que le phage ne puisse pas détruire la bactérie. Alors, le phage ou le bactériophage qui ne détruit pas la bactérie mais qui lui apporte de nouveaux caractères est appelé le phage tempéré. Et donc, la conversion lysogénique n'a lieu que lorsque un phage tempéré apporte de nouveaux caractères à une nouvelle bactérie. Parce que la bactérie va survivre, va se multiplier. Et donc, voilà pourquoi on parle de phage tempéré. Et donc, le matériel génétique qui va passer d'une bactérie vers une autre par l'intermédiaire d'un phage, c'est ça qu'on appelle le prophage. Le prophage, c'est l'ADN qui part d'une bactérie qui a été infectée par un phage vers une autre bactérie. Cet ADN-là, ou ce matériel génétique-là, est appelé le prophage. Et les bactéries qui sont capables de produire d'autres phages, d'accord, alors qu'elles sont capables en même temps de se répliquer et accepter de nouveaux caractères de ces phages, sont appelées les bactéries lysogènes. Et le phage qui est capable d'induire la lysogénie est appelé phage tempéré. Alors, je résume ceci sur l'image. Lorsque un bactériophage, voici une cellule normale. Le phage vient, il injecte son matériel génétique. Une fois qu'il injecte son matériel génétique, qui est l'ADN, il va agir, il va se répliquer à l'intérieur de la bactérie.
une fois il se réplique à l'intérieur de la bactérie, il va produire de nouvelles particules virales qui peuvent ou ne pas comprendre le matériel de la bactérie. Mais ce phage ici finit par détruire la bactérie. Voilà pourquoi on parle des phases lytiques ou des phages lytiques. Je les mets ici à droite. Voici le phage attaque la bactérie. La bactérie a un matériel génétique mauve. Il libère son ADN. Cet ADN vient, le phage se réplique ici. Une fois qu'il se réplique en grande quantité, au moment de la sortie, d'accord, ou de la libération, du bourgeonnement, il détruit la bactérie. Ça, c'est un phage lytique. Alors, on ne peut pas parler de conversion lysogénique. Dans la conversion lysogénique, le bactériophage vient, infecte la bactérie. Le matériel génétique du virus qu'on appelle bactériophage s'intègre, d'accord? Et je mets ça ici pour bien voir, s'intègre au matériel génétique de la bactérie. Et la bactérie, lorsqu'elle subit la scissiparité ou la fission binaire, le matériel génétique qui a été apporté par le phage se retrouve dans les deux cellules, d'accord, dans les deux bactéries filles. Et finalement, ces bactéries vont être produites et porteront désormais les nouveaux caractères. Ici, c'est un phage tempéré qui a amené ce qu'on appelle une lysogénie parce que la bactérie a intégré totalement le matériel génétique et il s'est reproduit avec et les nouveaux caractères ont été apportés. Et donc, les bactéries qui sont les bactéries qui sont capables de subir ces processus sont dites les bactéries lysogènes. Et les phases qui est capable d'induire ce cycle ici est appelé phage tempéré. Et ce cycle est appelé cycle lysogène. À gauche, les bactéries qui infectent les virus et les détruisent, ce sont les bactéries lytiques. Et les phages impliqués ici, c'est un phage lytique qui va simplement détruire la bactérie. Au final, la bactérie sera détruite. Le bactériophage va se répliquer pour donner d'autres particules virales. Mais la bactérie n'existera pas pour transmettre les caractères. Je pense que c'est clair. Alors, les bactéries en général possèdent toujours un ADN, bien sûr, et ils possèdent du matériel extrachromosomique, qu'on appelle l'ADN extrachromosomique. Et cet ADN extrachromosomique contient également des informations très importantes qui sont relatives à l'hérédité et qui peuvent... Donc, je voulais dire, l'ADN chromosomique contient le matériel génétique essentiel de la bactérie, notamment ce qui se transmet de manière héréditaire. Cependant, l'ADN extrachromosomique est important également pour ces organismes parce qu'il possède des gènes spéciaux. Par exemple, ceux de la résistance aux antibiotiques, souvent c'est dans ces matériels extrachromosomiques. Par exemple, la résistance à certains métaux lourds, la dégradation des macromolécules, etc. Alors, ces matériels génétiques peuvent se retrouver sous forme de plasmides, sous forme d'épisomes, nous allons les voir. Et parfois même sous forme de transposons. Alors, c'est quoi un plasmide? Un plasmide, c'est un petit ADN double brun, circulaire, fermé, extrachromosomique et de petite taille qu'on trouve à l'intérieur des bactéries. Il n'est pas dans le chromosome, mais il est à part, en dehors du chromosome. Ce matériel est capable de se répliquer lui-même sans être lié à un chromosome. C'est ça le danger, c'est ça la catastrophe. Ça veut dire que ce matériel génétique qu'on appelle plasmide a la possibilité de se répliquer seul, sans pouvoir intégrer le chromosome bactérien. Donc ces caractères ici qu'il possède peuvent se reproduire sans pour autant avoir besoin d'attendre la fission binaire de la bactérie. Les plasmides portent les gènes ou des informations nécessaires à leur propre réplication, à leur propre maintien. Ce qui fait qu'ils existent de génération en génération, des générations de bactéries en d'autres générations de bactéries, parce qu'ils portent des gènes ou des informations nécessaires à leur propre réplication. En fait, ils portent des gènes qui codent pour leur réplication, ce qui fait qu'elles existent par elles-mêmes. Ce sont des ADN indépendants, comme on peut le dire. Ils contiennent des gènes qui codent pour des caractéristiques très spéciales. Et ces caractéristiques sont bénéfiques aux bactéries. Par exemple, la résistance aux antibiotiques, c'est dommage pour nous les humains, les autres, les animaux, mais c'est bénéfique pour les bactéries. La dégradation des macromolécules, la tolérance de certains métaux lourds qui en général sont toxiques, mais grâce au plasmide, les bactéries les tolèrent très bien. Et la production des bactériocines, donc des substances chimiques qui produisent les bactéries. Alors, on les utilise beaucoup en biologie moléculaire en tant que des vecteurs. Ça, c'est très important et moi, je les ai utilisés ou je les utilise lorsqu'on fait les PCR des HPV parce que les plasmides portent des caractères particuliers et on veut vérifier l'efficacité de certaines techniques. Voilà.
Alors, ces gènes de résistance aux antibiotiques, la capacité d'autoréplication et les sites de restriction spéciaux sont des caractéristiques importantes qui font que les plasmides peuvent être utilisés également comme des vecteurs dans la technologie des ARN recombinants. Et on peut les isoler facilement et les transformer en bactéries hôtes. Ça, ce sont les plasmides. Les épisomes, c'est également des ADN extrachromosomiques qui peuvent exister comme ADN indépendant quand il est séparé du chromosome. Et de temps en temps, il peut être intégré à l'ADN génomique de la bactérie pour se répliquer. C'est ça la différence avec l'épisome, avec le plasmide. Le plasmide se réplique seul parce qu'il a la capacité d'autoréplication. L'épisome reste en dehors de l'ADN normal, mais quand il a besoin de se répliquer, il va intégrer l'ADN central de la bactérie pour se répliquer. Alors, ils sont considérés comme des éléments génétiques non essentiels. Pourquoi? Parce qu'ils doivent malgré tout entrer dans les chromosomes de la bactérie pour se répliquer. Ils proviennent souvent de plusieurs hôtes extérieurs ou d'un virus ou d'une bactérie. Mais comme c'est un ADN indépendant, il peut être également détruit par la cellule hôte. Et s'ils sont intégrés, ils peuvent produire de nouvelles copies des épisomes qui seront transmis aux cellules filles. Parce que c'est un ADN. Une fois qu'il intègre les génomes, il va être répliqué. Et il produira une partie d'ADN qui peut être intégrée aux cellules filles. Mais parfois, il peut être détruit par les mécanismes moléculaires des cellules hôtes. Les épisomes vont se distinguer par les plasmides avec la taille, etc. Mais j'en parle plus dans le tableau qui vient où j'essaie de les différencier pour vous donner le tableau clair. Quels sont les éléments de différence entre les épisomes et les plasmides? À gauche, les plasmides, à droite, les épisomes. Dans la définition, le plasmide est un petit ADN circulaire double brin extrachromosomique des bactéries. À droite, l'épisome est un ADN extrachromosomique plus grand que le plasmide. Mais tous sont extrachromosomiques. Deuxième élément de différence, la capacité d'autoréplication. Le plasmide contient l'information nécessaire pour son autoréplication, tandis que l'épisome ne contient pas d'information pour l'autoréplication. Troisième élément de différence, c'est le lien avec l'ADN chromosomique. Le plasmide n'intègre pas, n'est pas capable d'intégrer l'ADN bactérien parce qu'il se réplique lui-même, mais il reste dans le cytoplasme de la bactérie et il porte ses caractères différents. Par contre, l'ADN chromosomique, l'épisome, lui, doit et il peut intégrer les chromosomes bactériens pour se répliquer et transmettre les caractères à la fille. Pour ce qui est des gènes spéciaux, les plasmides portent des gènes qui confèrent des caractéristiques qu'on a vues, par exemple la résistance aux bactéries, aux métaux lourds, la tolérance à certains métaux, la libération des bactériocines. Par contre, les épisomes ne contiennent pas du tout des gènes particuliers. L'utilisation comme vecteur, bien sûr, les plasmides peuvent être utilisés comme vecteurs, les épisomes, non. Un mot sur les transposons. Les transposons sont des éléments génétiques qui peuvent se déplacer, qui peuvent s'exciser et qui peuvent s'insérer dans un génome. Ça, c'est intéressant. Ils se déplacent, ils peuvent se couper et s'insérer dans les génomes. Alors, en fait, ces transposons sont des éléments génétiques transposables et ils ont un rôle important parce qu'ils participent à l'évolution des génomes, à l'augmentation de leur taille et bien sûr à la diversité biologique. Alors, l'insertion et le départ des transposons conduisent à des modifications dans la séquence du chromosome. Ça, c'est normal parce qu'ils viennent avec un matériel génétique nouveau qui s'intègre et puis il apporte des modifications. Et ces modifications peuvent être faites sous forme d'inversion, de délétion, etc. Et sachez que le déplacement des éléments transposables nécessite une enzyme. C'est ça la particularité. Cette enzyme s'appelle la transposase ou l'intégrase. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intégrase ou de transposase, les transposons ne peuvent pas se déplacer. Mais comme les transposons ont pour définition des éléments mobiles qui peuvent s'exciser et s'insérer, et d'office, ils ont une intégrase ou une transposase. Il existe plusieurs sortes de transposons dans la nature et on les retrouve chez les rétrovirus et autres. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Alors, le point suivant, ce sont les agents antimicrobiens. Il y a les désinfectants et il y a les antiseptiques. L'ensemble de ces agents antimicrobiens sont des substances chimiques qui ont une capacité antimicrobienne pour dire, pas seulement antibactérienne. Mais cette capacité, elle est peu sélective et elle est souvent toxique
que ce soit pour la bactérie qu'ils tuent, mais également pour l'hôte sur qui ils peuvent agir. Ce qui fait qu'ils agissent que temporairement, mais ils ne protègent pas contre une nouvelle contamination ni contre une prolifération naturelle. Ça veut dire quoi en pratique? Le désinfectant, il est très toxique, il tue les germes, donc tous les germes en général, et il est destiné au matériel inerte, les instruments et les surfaces. Quand on dit donnez-moi les désinfectants pour les mains, c'est une faute. Ce n'est pas les désinfectants. Les désinfectants, c'est très toxique, c'est utilisé pour du matériel inerte, parce qu'il tue les bactéries et c'est toxique pour l'hôte. Donc, quand on lave les mains, etc., on n'utilise pas le désinfectant. Par contre, l'antiseptique, lui, il est peu toxique. Il inhibe la croissance bactérienne et c'est ça qui est destiné aux tissus, au matériel vivant. Il peut être utilisé sur la peau et les muqueuses, parfois aussi sur le matériel inerte, mais il y a une tolérance sur les cellules hautes sans qu'il y ait la notion de toxicité. Et c'est ça qu'on appelle antiseptique. Donc quand vous voulez vous laver les mains, enlever les microbes sur l'organisme, vous allez utiliser les antiseptiques et non les désinfectants. Et dans la sémantique, cela doit changer. Mais ces substances, ces agents antimicrobiens, ont des facteurs qui influencent leur action, notamment la concentration, parce que plus c'est concentré, plus ça agit, plus ça détruit les bactéries. Le temps de contact est très important. En général, je vois même au laboratoire, à la paillasse, des collègues qui prennent l'eau de javel ou l'alcool, ils frottent comme ceci et puis ils s'en vont, ils pensent avoir désinfecté. Non, et là, ils ont simplement essuyé. Le temps de contact est nécessaire pour permettre à l'agent chimique d'entrer en contact avec la bactérie et de la détruire ou de la sauvegarder. C'est très important. La température, bien sûr. La liposolubilité, parce que quand vous l'utilisez sur les tissus qui sont gras par exemple, l'agent chimique risque de ne pas pénétrer correctement s'il n'est pas liposoluble. Et puis la présence de certains matériels tels que le pus, le fluide, etc., qui peuvent ralentir la circulation, etc., c'est à tenir en compte. Alors, ces agents antimicrobiens sont regroupés en plusieurs familles. Hein. Nous avons les alcools, par exemple l'éthanol et l'isopropanol. Normalement, ils agissent par dénaturation des protéines cytoplasmiques et membranaires et inhibent la synthèse des acides nucléiques et des protéines. Les aldéhydes, dans lesquels l'exemple type est le formaldéhyde, lui altèrent la paroi et inhibent la synthèse des acides nucléiques et des protéines. Les ammoniums quaternaires tels que les benzalkonium, ils se lient aux acides gras et au groupement phosphate des membranes cellulaires, mais il entraîne souvent la fuite des constituants cellulaires et il détruit la cellule. Les biguanides tels que le chlorhexidine, ils se lient aux acides gras et au groupement phosphate des membranes cellulaires et entraîne la fuite des constituants, donc des contenus d'intérieur de la cellule, et il entraîne au fait un ratatinement, un aplatissement du cytosol. Les halogènes chlorés et les iodes, tels que l'hypochlorite de sodium, le javel, le daquin, ils détruisent des protéines membranaires et chromosomiques par le phénomène qu'on appelle halogénation. Alors comprenez pourquoi ils peuvent être toxiques. Les oxydants, tels que les peroxydes d'hydrogène, hein, l'oxygéné, ils produisent des radicaux libres qui interagissent avec les lipides, les protéines et les ADN. Mais il existe plusieurs autres. Ça, c'est juste pour mémoire. Dans ce tableau, c'est le spectre d'activité hein, des différents composants. Ici, je ne vais pas dire quelque chose, il faut lire, voir, par exemple, que les alcools agissent bien sur les bacilles positifs, négatifs, les mycobactéries. Ils agissent moins sur les levures, les moisissures, sur les virus non enveloppés et ils n'agissent pas du tout sur les spores. Les aldéhydes, par contre, agissent sur tous les types de micro-organismes, ce qui fait qu'ils sont des désinfectants majeurs. Les ammoniums quaternaires n'agissent pas sur les mycobactéries, par exemple, et sur les spores, donc ils ne sont pas recommandés partout. Et les halogènes également agissent surtout sur les types de micro-organismes. Et donc, votre choix, votre sélection de désinfectants, ça sera en fonction de ce que vous voulez faire et vous devez connaître ou avoir ça en mémoire ou afficher, imprimer quelque part. De toute façon, ça ne sert à rien de bloquer des chiffres pareils, c'est même ridicule. Alors, la désinfection, c'est la décontamination microbienne par des procédés soit physiques, tels que les rayons X, les ultraviolets, soit par des méthodes chimiques, par exemple, les différents désinfectants que l'on vient de voir. Donc c'est un processus de décontamination microbienne, c'est ça qu'on appelle la désinfection. Vous décontaminez, mais vous ne tuez pas, vous n'exterminez pas les microbes.
Par contre, la stérilisation, elle vise à une destruction totale des micro-organismes dans un environnement donné. Voilà, ça veut dire que quand on dit que le lieu est stérile, le milieu est stérile, ça signifie qu'il n'y a normalement aucune bactérie, aucun germe qui peut y pousser. C'est ça la stérilité. Alors, la stérilité donc vise l'absence totale des micro-organismes dans un endroit donné. Je voulais finir cette diapositive par deux autres petites notions, c'est l'antisepsie et bien sûr la sepsie. L'antisepsie, c'est une méthode de lutte pour prévenir les infections. Comment? En détruisant systématiquement les germes qui sont en cause par des produits qu'on dit antiseptiques. C'est ça l'antisepsie. Méthode de lutte, de prévention pour détruire systématiquement les germes qui sont en cause. La sepsie, par contre, ce sont des méthodes de prévention pour prévenir l'infection. Des procédés qui empêchent, qui vous empêchent d'introduire les germes dans un milieu. C'est ça la sepsie. Par exemple, le port des gants vous empêche à ce que les microbes que vous avez sur votre organisme, par exemple, puissent infecter le malade, par exemple en salle d'opération. Le port des masques, parce que par vos narines, par votre salive, etc., vous pouvez éliminer des microbes, vous pouvez libérer des microbes qui peuvent infecter l'environnement. Alors, pour protéger cet environnement, vous mettez un masque. Ça, c'est une mesure d'asepsie. Mais une mesure d'antisepsie, vous allez stériliser, par exemple, la salle au formol ou alors au formaldéhyde, etc. Ça, c'est des mesures claires. Alors, la dernière partie de ce point concernera les antibiotiques. Parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de bactériologie sans parler des antibiotiques. C'est quoi un antibiotique? Un antibiotique, c'est toute substance naturelle, qu'elle soit d'origine biologique, ça veut dire qu'elle est sécrétée par un organisme vivant, qu'elle soit d'origine chimique, synthétique ou semi-synthétique, ça veut dire qu'on obtient par la modification d'un élément chimique important sur base d'une modification d'une base naturelle ou qui a une activité antibactérienne spécifique. L'élément important, c'est que les antibiotiques ont la propriété d'interférer directement avec la prolifération des micro-organismes à des concentrations qui doivent être tolérées par l'hôte. Aussi longtemps que les concentrations de l'antibiotique ne sont pas tolérées par l'hôte, ça signifie qu'on ne va pas l'utiliser en réalité chez l'hôte et donc il sera peu utile. Alors, quels sont les critères qu'on utilise pour classifier les bactéries? Les bactéries peuvent être classifiées, moi j'écris ça, je parle de nom au pluriel, N-O-M-S. N comme la nature chimique. Les bactéries peuvent être classifiées selon leur nature chimique. La nature chimique des antibiotiques est variable. Elle est basée sur la structure de base. Par exemple, le cycle bêta-lactame, etc. Ça, c'est la nature chimique. O comme origine. Les bactéries peuvent être classées selon leur origine. C'est ainsi qu'on a des antibiotiques qui ont une origine naturelle, une origine synthétique, une origine semi-synthétique. Les antibiotiques peuvent être classifiés selon le mode d'action. C'est ça qui représente mon M. Ils agissent au niveau de la paroi, ils agissent au niveau de la membrane cytoplasmique, ils agissent au niveau de la synthèse des protéines ou de la synthèse des acides nucléiques. Ça, c'est selon le mode d'action. Les antibiotiques, pour le S, peuvent être classés selon le spectre d'activité. Ça veut dire qu'on a une liste des espèces sur lesquelles les bactéries sont actives. Là, on parlera des bactéries à large spectre, à moyen spectre ou à spectre réduit. Ça, c'est très important. Alors, les deux dernières diapositives avant de finir cette présentation. Dans la suite, nous verrons les mécanismes d'action des antibiotiques et le mécanisme de résistance. Mais pour ce cours aujourd'hui, nous allons nous arrêter par la classification des antibiotiques selon la norme qu'on appelle AWAR. AWAR signifie, c'est une classification de l'OMS, signifie qu'on peut classer les antibiotiques en trois groupes distincts. Les antibiotiques avec le A signifie access, ça signifie les antibiotiques auxquels on doit avoir accès. Ce sont les antibiotiques à large spectre vis-à-vis des germes qu'on rencontre couramment.
Et ils sont moins susceptibles ou peu susceptibles de montrer ou de manifester des résistances. Et ce sont des antibiotiques qui sont accessibles. Ça signifie qu'ils doivent être disponibles à tout moment dans toutes les formations, dans les établissements de soins, ce qu'on appelait anciennement les formations sanitaires, les établissements de soins, et leur qualité est garantie parce qu'ils sont accessibles. Donc voilà pourquoi ils sont classés access. On peut les utiliser régulièrement, bien sûr, selon l'indication et selon le besoin. On les verra dans la présentation d'après. Le deuxième groupe d'antibiotiques, ce sont les antibiotiques qu'on appelle du groupe WATCH. WATCH, ça signifie veiller, surveiller. Ce sont les antibiotiques qui ont un fort potentiel de résistance et qui ont un risque élevé de sélection des résistances bactériennes. Et donc, ils doivent être consommés ou utilisés avec modération. Et au minimum, ils doivent être protégés. C'est très important. Lorsqu'on parlera de la résistance aux antibiotiques, la résistance bactérienne aux antibiotiques, on verra le pourquoi. Le troisième groupe, c'est reserve. Ce sont les antibiotiques de réserve. Les antibiotiques à ne jamais utiliser ou qu'on garde en réserve ou qu'on n'utilise que sélectivement et en dernier recours pour des cas d'infection grave ou à des germes multirésistants. Et non pas faire ce qu'on a vu par exemple pendant le Covid. J'ai vu un collègue, pour quelqu'un qui fait une infection virale, la prescription initiale c'est rovamicine. Et on lui donne comme ça la rovamicine qui est une molécule de réserve stratégique et on donnait ça comme ça à tout le monde et du coup on a eu des résistances très développées à un antibiotique qui est rare, qui est cher et qui est considéré comme des réserves. Ça c'est une bêtise. Alors la dernière diapositive, je vais maintenant lister les antibiotiques selon la classification AWAR. Les antibiotiques à accès clé, c'est notamment les bêta-lactamines en général, l'amoxicilline plus l'acide clavulanique, donc augmentin, l'ampicilline, les benzantine, benzylpénicilline, la benzine pénicilline, les céphalosporines, donc la céphalexine, céphazoline, la cloxacilline, les phénoxylméthapénicilline, la péniprocaïne, mais il y a également d'autres antibiotiques, les aminosides, la gentamicine, la micacine. On peut avoir également le métronidazole, le flagyl, le chloramphénicol, qu'on utilise de moins en moins, presque pas du tout, la nitrofurantoïne, la spectinomycine, le Bactrim, la combinaison sulfaméthoxazole triméthoprime, le clindamycine, dalacin, la lincomycine, la doxycycline. Ça, ce sont les antibiotiques du groupe Access. Le deuxième groupe, ce sont les antibiotiques WATCH qui sont sous surveillance, qui ont un fort potentiel de générer des mutations ou de stimuler la sélection des résistances bactériennes. C'est le cas des céphalosporines de troisième génération, qui avec ou sans inhibiteur de bêta-lactamase. Donc la cefixime, ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime, les quinolones et les fluoroquinolones, la ciprofloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine. Et il y a les macrolides, l'azithromycine, la clarithromycine, l'érythromycine, et nous avons les glycopeptides et la théicoplanine, la vancomycine. Et puis nous avons certains médicaments qui agissent tels que l'association piptase, piperacilline tazobactam, les carbapénem, les méropénem, l'imipénem, mélangés même à la cilastatine, les pénem, les pharopénem. Ça, ce sont les groupes WATCH, potentiel de mutations élevées et aux capacités de sélectionner les mutants. Le troisième groupe d'antibiotiques, c'est les antibiotiques de réserve, à ne pas utiliser, à n'utiliser qu'en dernier recours. Ça, là, il n'y en a pas beaucoup déjà. Nous avons les céphalosporines de quatrième génération, la cefepime, les céphalosporines de cinquième génération, ceftaroline. Et puis nous avons d'autres médicaments, la tigecycline, l'astréonam, la phosphomycine, l'oxazolidinione, la linésolide, les polymyxines, la colistine, la daptomycine. Vous voyez que la liste n'est pas grande et ce n'est que ça comme un antibiotique de réserve. Et si une bactérie X survient, nous mourrons tous. Et il est dit, je le dirai dans l'autre présentation, d'ici à 2050,
la bactérie X devrait tuer beaucoup de gens parce qu'on n'aura pas d'antibiotiques. Voilà pourquoi je vous interpelle déjà à ces stades de ne pas utiliser les antibiotiques ou de les utiliser en désordre. Mais dans la prochaine présentation, nous nous étendrons sur l'usage des antibiotiques, sur les mécanismes d'action des antibiotiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie de notre cours de bactériologie générale. J'espère que vous avez aimé, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez appris, mais évidemment, je sais que cela a suscité des questions. Les questions pour le moment, j'avais dit que vous ne les posiez pas du tout puisque vous attendrez à ce que la présentation, la troisième partie ou la dernière des bactéries générales complète ces éléments. Ensuite, vous aurez un panorama complet et après cela, vous pouvez décider de poser des questions ou pas. Pour moi, c'était un plaisir de vous servir, de vous faire ce cours avec la joie que j'ai. Et donc, sur Internet, sur notre chaîne YouTube, vous allez vous abonner et si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker et attendre la suite d'autres vidéos. Nous avons été heureux de vous servir. Notre plaisir et notre privilège. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Excellente journée. Surtout, n'utilisez pas les antibiotiques en désordre. C'est dangereux pour la santé. On le verra prochainement. Ciao.